Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Anivlog spécial Laos. Donc c'est la deuxième partie où on va découvrir tous les insectes que j'ai pu trouver parce que comme vous l'avez vu dans le premier épisode, je me suis concentré un peu sur les mammifères, les poissons. Et puis il n'y avait pas tellement d'oiseaux non plus. Et j'ai trouvé essentiellement en fait des insectes et ça méritait un épisode entier, rien que pour tous vous les présenter. Alors je vous les présente pas tous, il y en a certaines, je les ai mis en mode musical, mais vous verrez dans l'épisode et puis je lance le générique tout de suite. Nous débutons notre session insectes avec ici les fourmis tisserandes attirées par l'odeur sucrée des boissons suspendues sur la branche. Cette espèce est connue pour construire ses nids en cousant les feuilles avec de la soie de ses larves. Regardez comme elles vont chercher le sucre présent dans l'eau. Elles forment des colonies très organisées et défensives si nécessaire. Ici, l'on voit que le chemin de phéromones est tout tracé, ce qui leur permet de se mettre en file indienne pour aller récupérer la précieuse ressource. C'est elle que je vous ai présentée dans l'épisode de Nankai, une fourmi très fréquente que je croise donc régulièrement. En Australie, elles ont tendance à être vertes, tandis qu'ici en Asie, elles ont tendance à teindre sur le orange. Waouh! Un redoutable prédateur d'insectes capable de chasser abeilles et autres arthropodes. Le frelon tropical Vespa tropica est une espèce impressionnante par sa taille et sa réputation, qui pourtant ici ne m'a pas attaqué, mais pour une raison précise. Je suis resté calme, non offensif envers elle, et la colonie est à peine formée. Mais je suis quand même resté prudent car les piqûres peuvent être douloureuses et problématiques en cas de réaction allergique. Et pour vous donner un ordre d'idée de sa taille, elle fait approximativement la taille d'un petit doigt d'un adulte. Connu pour son chant nocturne produit par des frottements de ses ailes, les grillons sont souvent consommés frits par les locaux ici. Mais heureusement, ce spécimen pourra poursuivre son activité, même s'il devra se méfier d'autres prédateurs. Le soir venu, l'éclairage des habitations attire bon nombre d'insectes. Ici, j'ai attrapé une espèce souvent associée aux déjections animales, jouant un rôle important dans le recyclage de la matière. Je n'ai pas pu identifier clairement de quelle espèce de scarabée il s'agissait, juste qu'il faisait partie de la tribu des Onitini, qui sont majoritairement coprophages, c'est-à-dire qui se nourrissent d'excréments. Ils jouent un rôle écologique essentiel en recyclant la matière organique, mais aussi en participant à l'aération des sols et à la dispersion des nutriments. Certaines espèces sont capables de détecter une source de déjection à plusieurs centaines de mètres grâce à des récepteurs olfactifs très développés situés sur leurs antennes. Je vais essayer de vous le montrer au microscope malgré le fait que je n'étais pas sous les meilleures conditions lumineuses. Je vais essayer avec le deuxième individu. D'ailleurs, les petits points que vous voyez sur la carapace ne sont pas des parasites mais des acariens. Ils utilisent probablement le scarabée comme un moyen de transport. Ce phénomène s'appelle la phorésie.
Et oui, moi non plus je ne connaissais pas ce terme. Il est vraiment intéressant de pouvoir les observer de si près, car souvent dans le monde des insectes, pour déterminer une espèce, tout se joue sur des détails. Et si à l'œil nu on aurait pu croire qu'il s'agissait de deux spécimens de la même espèce, en regardant les détails de leur carapace, on peut voir une nette différence. En même temps, les coléoptères sont le groupe d'animaux le plus diversifié de notre planète. Il y a environ 400 000 espèces décrites et l'on estime connaître que 10 à 30% des espèces réelles. Les scientifiques estiment même qu'il y aurait 5 millions d'espèces à découvrir et décrire encore. C'est juste incroyable. Ce criquet discret vivant souvent au sol, parfaitement camouflé, voici notre prochain sujet qui va venir sous les projecteurs de mon microscope. Nous pouvons observer avec plus de précision les détails de cette espèce si minuscule. Ce criquet du genre Euraparathethix est un représentant de la famille des Tetrhygidae, aussi appelé criquet pygmée. Ces insectes sont reconnaissables à leur pronotum très développé, une sorte de carapace qui recouvre presque tout leur corps, leur donnant un aspect particulier. Le genre Euparethix regroupe de nombreuses espèces vivant principalement en Asie, souvent dans des milieux humides comme les rizières, les berges et les zones boueuses. Leur camouflage est impressionnant, leur couleur et leur texture imitent parfaitement le sol, les feuilles mortes et les cailloux, comme on peut le voir très bien ici. Contrairement à beaucoup de criquets, ils ne sont généralement que solitaires, ils ne forment pas de grandes invasions, leur alimentation est principalement composée de microalgues, mousses et matières végétales en décomposition. Leur petite taille et comportement les rendent très difficiles à observer, ce qui explique pourquoi ils passent souvent inaperçus. Célèbre pour son chant puissant pour attirer les femelles, voici une cigale d'Undubia, avec une magnifique coloration verte. Les cigales appartiennent à la famille des Cicadidae, un groupe d'insectes bien connu pour leur capacité à produire des sons extrêmement puissants. Chez les cigales, ce sont uniquement les mâles qui chantent, grâce à des organes spécialisés appelés timbales situés sur l'abdomen. Ces structures fonctionnent comme des membranes qui vibrent rapidement, produisant un son pouvant atteindre jusqu'à 100 décibels, soit l'équivalent d'une moto. Chaque espèce possède un chant spécifique permettant aux femelles de reconnaître les mâles de leur propre espèce. Le cycle de vie d'une cigale est particulièrement fascinant. Après l'éclosion, les larves tombent au sol et s'enfuient pour vivre sous terre pendant plusieurs années. Elles se nourrissent de la sève des racines grâce à des appareils buccales piqueurs-suceurs. Chez certaines espèces, cette phase souterraine peut durer 2 à 5 ans en Asie et jusqu'à 17 ans chez certaines espèces en Amérique du Nord. Rendez-vous compte, 17 ans pour un insecte. Une fois leur développement terminé, les larves émergent, grimpent sur un support et effectuent leur mue imaginale, donnant naissance à un adulte ailé. Les adultes, quant à eux, ont une vie beaucoup plus courte, généralement de quelques semaines consacrées principalement à la reproduction. Les cigales jouent leur rôle pour la nature. Elles participent à l'aération des sols, elles servent de nourriture à de nombreux prédateurs, leur émergence massive peut enrichir les sols en nutriments. Malgré leur apparence impressionnante et leur chant puissant, ce sont des insectes totalement inoffensifs pour l'homme, sauf pour vos tympans. Voici les fourmis noires du genre Crématogaster. Ce genre a pour particularité son abdomen en forme de cœur qu'elle peut relever au-dessus de son thorax, notamment en situation de défense. Les fourmis du genre Crématogaster sont des insectes hautement sociaux, organisés en colonies pouvant compter plusieurs milliers d'individus, comme la plupart des fourmis. Elles communiquent principalement grâce à des phéromones leur permettant de marquer des pistes alimentaires, alerter la colonie en cas de danger et coordonner leurs déplacements. Certaines espèces sont également capables de produire des substances chimiques défensives qu'elles projettent pour repousser leurs ennemis. On les trouve très souvent dans les arbres où elles établissent leur nid, dans des cavités naturelles, du bois mort, parfois même dans des structures humaines. Elles entretiennent aussi des relations avec d'autres insectes, notamment les pucerons qu'elles élèvent pour récolter leur miella, une source de sucre essentielle. Ce comportement est un excellent exemple de symbiose dans le monde des insectes.
Mais ici, la colonie semble s'être installée dans un terrier dans le sol. Insecte qui se nourrit de bois et participe à la décomposition, les termites sont parmi les insectes sociaux les plus évolués, avec une organisation de castes bien définie: les ouvriers, les soldats, les reproducteurs. Chaque caste a un rôle précis dans la colonie, permettant un fonctionnement extrêmement efficace. Leur capacité à se nourrir de bois repose sur une adaptation remarquable. Ils hébergent dans leur système digestif de micro-organismes symbiotiques capables de dégrader la cellulose. Sans ces micro-organismes, les termites seraient incapables de digérer le bois. Dans les écosystèmes naturels, ils jouent un rôle fondamental en participant à la décomposition du bois mort, contribuant ainsi au recyclage des nutriments. Certaines espèces construisent des structures impressionnantes appelées termitières, pouvant atteindre plusieurs mètres de haut et dotées de systèmes de ventilation très sophistiqués. Même si certaines espèces peuvent être nuisibles pour les habitations humaines, leur rôle reste essentiel dans l'équilibre des écosystèmes tropicaux. Petits coléoptères aux reflets métalliques dorés se trouvent souvent sur la végétation, mais comme la maison est au cœur de la campagne entourée de champs, une multitude d'insectes finissent par y passer inévitablement. Un bonheur pour moi de vous les filmer d'ailleurs. Ici, ce charançon doré, qui fait partie de la famille des Curculionaidae, l'un des groupes des coléoptères les plus diversifiés au monde, il est facilement reconnaissable à son corps recouvert de minuscules écailles colorées qui lui donnent cet aspect métallique doré. Ces couleurs ne sont pas seulement esthétiques, elles peuvent jouer un rôle dans le camouflage, la régulation thermique ou encore la communication. Comme tous les charançons, ils possèdent un rostre, une sorte de long nez caractéristique, utilisé pour se nourrir et parfois pour pondre. Les adultes se nourrissent principalement de feuilles, tandis que les larves vivent dans le sol, à l'intérieur des plantes, où elles consomment racines et tissus végétaux. Certaines espèces du genre Hypomesses sont connues pour être des ravageurs agricoles, notamment dans les cultures tropicales. Mais au-delà de cet aspect, ils restent des acteurs importants dans la biodiversité, participant aux interactions complexes entre plantes et insectes. Leur diversité et leurs adaptations en font un groupe fascinant à observer de près. Chasseuse visuelle très précise, capable de bonds impressionnants, cette araignée sauteuse est très commune en Asie et on la trouve sous différents patterns plus clairs comme plus foncés ici. Ces araignées sont totalement inoffensives pour l'homme et ont une forme plutôt mignonne. Elles sont idéales pour désensibiliser de la peur des araignées, ça, l'arachnophobie. Plexippus speiculi se distingue par sa vision exceptionnelle, parmi les meilleurs au monde des arthropodes. Contrairement à la majorité des araignées, qui utilisent des toiles pour capturer leur proie, celle-ci chasse à vue, un peu comme un félin miniature. C'est pas pour rien que certaines espèces sont appelées araignées-loups, mais celles-ci ne sont pas des araignées-loups, ce sont des araignées sauteuses. Elles possèdent plusieurs paires d'yeux, dont des yeux frontaux très développés qui leur permettent d'évaluer les distances avec précision, de suivre ses proies et même de détecter des mouvements très subtils. Avant de sauter, elle effectue souvent une sorte de phase d'observation, ajustant sa position avec une précision impressionnante. Ces bonds sont possibles grâce à une précision hydraulique interne lui permettant de sauter plusieurs fois sa longueur de son corps. Elle utilise également un fil de sécurité qu'elle fixe avant chaque saut pour éviter une chute, un peu comme un saut à l'élastique. Cette espèce est très adaptable et se trouve souvent à proximité des habitations humaines où elle chasse mouches, moustiques, petits insectes, ce qui en fait un excellent allié contre certains nuisibles. Son comportement curieux et ses mouvements saccadés lui donnent une apparence presque intelligente, ce qui fascine de nombreux observateurs dont j'en fais partie.
Voici un superbe hameçon dont je n'ai malheureusement pas pu identifier l'espèce, juste sa famille, celle des Melolontinae. Les hannetons ont pour particularité leurs antennes en forme d'éventail appelées antennes lamelées. Ces structures sont extrêmement sensibles et leur permettent de détecter les odeurs, notamment celles émises par les plantes et les phéromones des congénères. Les adultes sont principalement nocturnes et sont fortement attirés par la lumière, ce qui explique pourquoi on les trouve souvent autour des habitations. Leur cycle de vie est particulièrement long et se déroule en grande partie sous terre. Les larves appelées vers blancs vivent dans le sol pendant plusieurs années où elles se nourrissent de racines. Selon les espèces, ce développement peut durer 2 à 4 ans, voire plus. Durant cette période, elle peut avoir un impact important sur les cultures, les pelouses et les jeunes plantations. Une fois adultes, les hannetons émergent, souvent en grand nombre, lors de périodes bien précises, un phénomène appelé pullulation. Les adultes, quant à eux, se nourrissent principalement de feuilles, pouvant parfois causer des défoliations visibles. Malgré leur réputation de ravageurs, ils font partie intégrante des écosystèmes et servent de nourriture à de nombreux animaux, comme les oiseaux, les mammifères et d'autres insectes. Coléoptère dont les larves se développent dans le bois comme beaucoup d'ailleurs, ce longicorne Trirakis est au stade imago, soit le stade adulte chez les insectes. Est un superbe spécimen avec de longues antennes, souvent plus longues que son propre corps, ce qui est caractéristique des coléoptères de la famille des Cerambicidae. Ces antennes jouent un rôle essentiel dans la perception de l'environnement, notamment pour détecter les odeurs, localiser des partenaires et identifier des substrats favorables à la ponte. Au stade larvaire, ces insectes vivent cachés à l'intérieur du bois où ils creusent des galeries en se nourrissant de la matière ligneuse. Ce mode de vie les rend souvent invisibles pendant une grande partie de leur développement. Selon les espèces, ce stade peut durer plusieurs mois à plusieurs années. Ils participent activement à la décomposition du bois mort, jouant un rôle clé dans le recyclage des nutriments en forêt. Cependant, certaines espèces peuvent aussi s'attaquer au bois vivant et aux structures humaines, devenant alors des insectes xylophages nuisibles. Le stade adulte, appelé imago comme je l'ai dit, est généralement beaucoup plus court et dédié principalement à la reproduction et à la dispersion. Avec leurs apparences élégantes et leurs formes parfois spectaculaires, les longicornes sont parmi les coléoptères les plus impressionnants à observer. Prédateur redoutable utilisant ses pattes ravisseuses pour capturer ses proies, la menthe chinoise, très semblable à la menthe religieuse, fait partie de l'ordre des Mantoidea, un groupe d'insectes entièrement prédateurs. Elle se distingue par sa grande taille pouvant atteindre jusqu'à 10 cm, ce qui en fait l'une des plus grandes menthes d'Asie. Son arme principale, ses pattes ravisseuses, équipées d'épines acérées qui se referment en une fraction de seconde pour capturer ses proies. Cette chasseuse à l'affût, elle reste immobile, parfaitement camouflée dans la végétation, puis frappe avec une précision redoutable. Son régime alimentaire est très varié, incluant insectes, araignées, petits vertébrés dans certains cas. Bref, tout ce qui peut lui passer à sa portée. Elle possède également une vision exceptionnelle grâce à ses grands yeux, composés à sa capacité de tourner la tête à 180 degrés, ce qui est rare chez les insectes. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le cannibalisme chez les menthes, notamment après l'accouplement, n'est pas systématique et peut se produire dans certaines conditions. C'est un insecte fascinant, à la fois discret et redoutablement efficace, parfaitement adapté à son rôle de prédateur, dont je vous laisse admirer quelques instants ce spécimen. Arachnide nocturne, utilisant son dard venimeux pour immobiliser ses proies, bien que pour une espèce aussi grosse, les Heterometrus, ceux-ci chassent plutôt avec leurs pinces dignes d'une poigne de Chuck Norris. Ce scorpion ici il est décédé malheureusement, mais spoiler, j'en ai trouvé un vivant que vous verrez dans un futur épisode. Cet animal appartient à un groupe très ancien d'arachnides présents sur Terre depuis 400 millions d'années. Les scorpions du genre Heterometrus sont parmi les plus grands scorpions d'Asie, pouvant atteindre jusqu'à 15 cm. Contrairement à beaucoup d'autres espèces, leur venin est généralement très peu dangereux pour l'homme, mais ils compensent largement avec leurs puissantes pinces. Ces pinces leur permettent de capturer leurs proies, les immobiliser et parfois de les broyer directement. Le dard, situé à l'extrémité de sa queue qu'on appelle telson, est surtout utilisé en dernier recours, notamment pour se défendre ou immobiliser une proie trop résistante. Ce sont des animaux nocturnes qui passent la journée cachés sous des pierres, des troncs ou dans des terriers. Ils possèdent une capacité étonnante, ils peuvent détecter les vibrations du sol avec une grande précision,
ce qui leur permet de localiser leur proie, même dans l'obscurité totale. Autre fait impressionnant, leur cuticule contient une substance qui les rend fluorescents sous les lumières UV, un phénomène encore étudié par les scientifiques. Même si celui-ci est décédé, observer ce type d'animal reste toujours fascinant tant leur morphologie et leur mode de vie sont uniques. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode au Laos d'Anivlog. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo autour de vous et de la liker. Et je voulais aussi vous faire une petite annonce, c'est que parce que les séquences, je les filme, les vidéos, mais je les monte quelques semaines, voire quelques mois après. Et depuis, j'ai acquis du nouveau matériel pour pouvoir faire des vidéos plus intéressantes et plus performantes. Et je vais faire de nouveau certains plans sur certaines espèces, toujours dans les mêmes endroits, mais ça pourrait expliquer peut-être que ça ne sera pas forcément raccord. Je vais aussi faire des scènes un peu plus immersives pour améliorer un peu la qualité de la chaîne, que ça fasse plus vlog que présentation animalière. Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas spécialement souvent devant la caméra, à part au début et en fin, et je vais essayer d'entrecouper tout ça pour que ça fasse un peu plus immersif, comme je l'ai dit. Et puis voilà, j'espère que le contenu vous plaira tout autant, que ces améliorations vont aider la chaîne. Et si vous voulez aussi soutenir la chaîne, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à liker. Et aussi, ça serait bien si vous vous abonniez en activant les notifications, comme ça, ça aidera au référencement de la chaîne. Et puis ça montrera que ces vidéos vous intéressent et ça m'encouragera à faire toujours plus de vidéos, même si je ne suis pas prêt de m'arrêter d'aller filmer les animaux dans la nature, parce que vraiment j'adore ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Anivlog. Ciao!